Bienvenue sur Revenge Mangan. Cette histoire se déroule dans une banlieue de Columbus. Je m'appelle Daniel Hartwell. J'ai 29 ans. Et jusqu'à la semaine dernière, je pensais que déménager serait la partie la plus calme de ma vie. J'ai fait mes cartons comme on le fait quand on ne veut pas de conflit. Des cartons scotchés trop serrés, des chaussures enveloppées dans de vieux sweats à capuche. Mon sac d'ordinateur portable serré contre ma poitrine comme s'il pouvait me rendre invisible. J'ai attendu que la maison soit vide. J'ai roulé mon dernier carton le long de l'allée et, un instant, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait dangereusement à du soulagement. Puis mon téléphone a vibré. Pas un texto, pas un appel, une notification. Quelqu'un m'avait identifié. Je l'ai ouverte en m'attendant à une blague mesquine. Peut-être un mème passif-agressif, car c'est ce que fait ma famille quand elle veut vous blesser sans l'admettre. À la place, j'ai vu une photo de l'allée que je venais de quitter, avec la fenêtre de mon ancienne chambre en arrière-plan et une légende qui m'a glacé le sang. Enfin, la profiteuse est partie. Au début, j'ai ri, car c'était si cruel que ça semblait irréel. Puis j'ai vu le nombre en dessous. 1234, j'aime. Les gens ne l'avaient pas seulement vu, ils l'avaient célébré. Et les commentaires continuaient d'affluer, s'empilant comme des briques. Maman a écrit, fini la cuisine et la lessive pour une ratée. Papa n'a pas tapé un seul mot, ce qui aurait presque été plus gentil, mais il a aimé un commentaire qui disait « Les chômeurs devraient apprendre à vivre seuls ». C'est cette partie qui a fait que ma main a cessé de trembler. Pas l'insulte, mais la certitude derrière elle, la façon dont ils s'étaient tous mis d'accord sur qui j'étais, sans rien savoir. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai même pas pleuré. J'ai fait défiler. J'ai lu chaque nom. Et j'ai fait quelque chose qui aurait semblé pathétique à quiconque m'aurait observé, j'ai liké les commentaires en retour. Chacun d'entre eux. Parce que j'avais besoin qu'ils soient à l'aise. J'avais besoin qu'ils soient fiers. J'avais besoin qu'ils croient qu'ils avaient enfin gagné. Puis j'ai posé mon téléphone, je me suis assise par terre dans mon nouvel appartement, au milieu des cartons encore fermés, et j'ai pris une décision qui a tout changé. Une semaine plus tard, mon écran s'est allumé comme une alarme incendie. 24 appels manqués, 33 messages, des messages vocaux, des notes vocales, des excuses frénétiques qui ne ressemblaient pas du tout à des excuses. Ils voulaient parler. Ils avaient besoin de quelque chose. Et c'est là que j'ai su que j'avais parfaitement choisi mon moment. Trop tard. Si vous pensez que cette histoire ne parle que d'une publication cruelle sur Facebook, attendez d'entendre pourquoi cette maison n'a jamais vraiment été la leur et pourquoi leur confiance s'est effondrée dès que j'ai cessé de me taire. Quand les gens ont lu cette publication, ils ont supposé que j'avais été mise à la porte. Ils ont supposé que je vivais au crochet de mes parents, dormant jusqu'à midi, mangeant leur nourriture, dérivant dans la vie sans aucune honte. C'est l'histoire que ma famille vend depuis des années parce que c'est pratique. Ça leur donne l'air de travailleurs patients. Ça fait de moi la risée. Mais voici la vérité qui n'a jamais collé à leur récit. Cette maison dans la banlieue de Columbus n'a jamais vraiment été la leur. Ce n'était pas une récompense magique qu'ils avaient méritée. C'était un cadeau qu'ils avaient le droit d'emprunter. Et ils ont passé des années à prétendre que la propriétaire n'existait pas, même quand j'étais assise juste là, à la table de la cuisine. Ma grand-mère du côté de ma mère, Lorraine, était la seule personne de cette famille qui me regardait dans les yeux et me voyait vraiment. Elle était directe, vieille école et allergique aux excuses. Quand j'étais enfant, elle arrivait avec un sac de courses, jetait un œil à notre garde-manger et commençait à poser des questions qui faisaient se crisper le sourire de ma mère. Lorraine ne détestait pas ma mère. Elle détestait ce que ma mère faisait avec l'argent. Les virées shopping qui se transformaient en carton sur le porche chaque semaine. Les escapades de week-end payées par carte de crédit comme si les conséquences étaient facultatives. La façon dont elle empruntait à Lorraine avec une voix douce et une promesse, pour ensuite se vexer quand Lorraine lui demandait de la rembourser. Je ne comprenais rien de tout ça quand, à 8 ans, mes parents nous ont fait emménager dans la maison de Lorraine. Je savais juste que le quartier avait des trottoirs, que le jardin avait une balançoire et que, pour la première fois, j'avais ma propre chambre. Ma sœur la traitait comme un royaume dont elle avait hérité. Mes parents la traitaient comme la preuve qu'ils avaient réussi. Lorraine la traitait comme un test. Quand elle est morte, j'avais 22 ans. Assise dans une robe de deuil rigide, j'ai regardé ma mère pleurer comme si son cœur se brisait.
Mais je l'avais déjà vu pleurer. Je l'avais vu pleurer quand les factures arrivaient et qu'elle voulait que quelqu'un d'autre règle le problème. La semaine après les funérailles, l'avocat a convoqué une réunion. J'y suis allé parce que je pensais que c'était juste de la paperasse. Ma mère y est allée parce qu'elle supposait qu'elle allait toucher quelque chose. Ma sœur est venue parce qu'elle ne manque jamais une occasion de se sentir importante. L'avocat a fait glisser un dossier sur le bureau et a dit que Lorraine avait pris sa décision des années auparavant et qu'elle avait été très précise. La maison m'était léguée. Pas à ma mère, pas à mon père, pas partagée entre les enfants. À moi. Le visage de ma mère a changé si vite. Je m'en souviens encore comme un changement de plan brutal dans un film. La confusion, puis la colère, puis un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. L'avocat a expliqué la condition. Mes parents et ma sœur pouvaient y vivre aussi longtemps qu'ils le voulaient. Pas de date limite, pas d'expulsion qui planait sur eux pour le simple fait d'exister. Mais la propriété m'appartenait, légalement et entièrement. Et Lorraine l'avait documenté parce qu'elle ne faisait pas confiance à ma mère pour ne pas la refinancer jusqu'à la ruine à la seconde où elle serait entre ses mains. J'aurais dû parler à ce moment-là. J'aurais dû me protéger. Mais j'avais 22 ans, j'étais en deuil et j'avais été élevé en croyant qu'être bonne signifiait être silencieuse. Alors j'ai hoché la tête, signé là où on me l'a dit, et je suis rentré dans une maison que tout le monde appelait encore la leur. En moins d'un mois, ma mère organisait des barbecues dans le jardin comme si de rien n'était, faisant visiter la cuisine aux voisins comme si elle l'avait payée de sa propre sueur. Mon père a commencé à parler de rénover la salle de bain. Ma sœur se vantait de « notre maison » sur les réseaux sociaux comme si c'était sa réussite personnelle. Et puis est venue la partie qui me tord l'estomac quand je le dis à voix haute, j'ai commencé à payer un loyer. 250 $ par mois, chaque mois, pendant 7 ans. Non pas parce que quelqu'un m'y forçait avec un contrat, mais parce que ma mère soupirait en disant que les fins de mois étaient difficiles, puis elle me regardait comme si je lui devais quelque chose pour être né. Alors j'ai payé. J'ai payé pendant que les sacs de livraison de repas continuaient d'arriver le week-end. J'ai payé pendant que les abonnements à Netflix et aux autres services de streaming restaient actifs. J'ai payé pendant que ma mère achetait de nouvelles décorations pour le salon et les postait en ligne avec des légendes sur son dur labeur. Et chaque fois que j'essayais de me rappeler que j'étais la propriétaire, le mot semblait ridicule dans ma bouche, comme quelque chose que je n'avais pas le droit de revendiquer. Parce que dans cette maison, la propriété n'avait pas d'importance. Seul le pouvoir en avait. De l'extérieur, il était facile de m'étiqueter comme une ratée. J'étais toujours à la maison, toujours sur mon ordinateur portable, rarement habillé comme si j'allais quelque part d'important. Pour ma famille, c'était toute la preuve dont ils avaient besoin. Dans leur esprit, un vrai travail signifiait un uniforme, un patron, un emploi du temps dont ils pouvaient se vanter auprès des voisins. Tout le reste n'était que du temps perdu. Ce qu'ils n'ont jamais pris la peine d'apprendre, c'est que ma chambre était discrètement devenue mon bureau. Pas une salle de loisirs, pas une cachette, un véritable espace de travail où j'ai construit quelque chose, pièce par pièce, pendant qu'ils étaient occupés à se moquer de moi. Pendant 5 ans, j'ai travaillé comme conceptrice-rédactrice indépendante spécialisée en conversion et stratège de tunnels de vente pour le e-commerce. J'ai rédigé des pages de produits, des campagnes de mai, des pages de destination et des textes publicitaires pour de petites marques et des entreprises locales qui ne pouvaient pas se permettre de grandes agences, mais qui voulaient quand même des résultats. J'ai aidé une boutique de bougies à doubler ses ventes en ligne. J'ai réécrit le processus de paiement pour un studio de fitness qui perdait des clients. Je ne l'ai pas fait pour la visibilité ou pour des faveurs. Je l'ai fait pour des contrats, des factures et des acomptes qui allaient directement sur un compte auquel personne d'autre n'avait accès. J'ai gardé le silence exprès. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que je faisais, ma mère levait la main et disait « Être assise devant un ordinateur toute la journée n'est pas un vrai travail ». Ma sœur allait plus loin. Elle disait à ses amis que je faisais probablement quelque chose de louche en ligne, le genre de commentaire déguisé en blague, mais conçu pour rester. Après ça, j'ai arrêté de corriger qui que ce soit. J'ai acheté un mini-frigo pour ma chambre pour que personne ne puisse m'accuser de manger leur nourriture. Je faisais ma lessive tard le soir pour éviter les commentaires sur mon inutilité. J'évitais les barbecues du dimanche et les dîners de famille, ceux où tout le monde parlait plus fort que moi de toute façon, et je commandais ma propre nourriture à la place. Cet isolement n'était pas un accident. C'était de la survie. Le pire,
ce n'était pas l'argent ou les corvées. C'était la façon dont il parlait de moi comme si je n'étais pas dans la pièce. Comme si j'étais un problème à long terme qu'il tolérait patiemment. Quand mon petit ami de l'époque a découvert que je vivais encore chez mes parents à 28 ans, il a essayé d'être poli, mais sa déception était visible. Il a dit qu'il ne pouvait pas envisager un avenir avec quelqu'un qui n'avait pas encore pris son envol. J'ai expliqué la situation avec la maison, j'ai essayé de lui dire que ce n'était pas ce que ça paraissait, mais il ne voulait pas de l'histoire complète. Il voulait une explication simple qu'il pourrait répéter à ses amis. Alors, il est parti. Et ma famille a traité cela comme la preuve qu'ils avaient eu raison depuis le début. Ce qu'aucun d'entre eux n'a vu, c'est que pendant qu'ils étaient occupés à me juger, je planifiais. Silencieusement, soigneusement. Je n'étais pas coincé. Je me positionnais. Mon plan n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas encore de la vengeance. C'était une évasion avec des preuves à l'appui. Je me suis donné 18 mois parce que je ne voulais pas partir en panique pour ensuite revenir en rampant. Je voulais un déménagement net. Pas de dette, pas de faveur, aucune raison pour que quiconque puisse dire que je ne pouvais pas m'en sortir. J'ai suivi chaque dollar qui rentrait. J'ai payé mes impôts. J'ai gardé les contrats organisés dans des dossiers. J'ai constitué un fonds de précaution assez important pour survivre au mois creux, car le travail en freelance peut être imprévisible. Et la dernière chose dont j'avais besoin était que ma famille me regarde échouer avec suffisance. Pendant que ma mère supposait que je perdais mon temps en ligne, je négociais des contrats de service et j'améliorais mes tarifs. Pendant que ma sœur levait les yeux au ciel en voyant mon ordinateur portable, je me constituais une liste de clients qui se fichaient de ce que ma famille pensait. L'appartement que j'ai acheté n'était pas luxueux. Il était petit, propre et à moi. Un T2 près de Columbus qui donnait l'impression de respirer après avoir retenu son souffle pendant des années. Je n'ai dit à personne que je cherchais. Je n'ai pas demandé d'avis. Je n'ai même pas mentionné le mot « prêt immobilier ». Je l'ai acheté avec mes économies et un processus de clôture simple. Et quand les clés ont touché ma paume, je me suis assise dans le salon vide et j'ai écouté le silence comme si c'était de la musique. Puis j'ai déménagé comme le font les gens qui ne veulent pas que leur famille les sabote. Un peu à la fois, une voiture pleine après l'autre, des livres dans un cabas, des manteaux d'hiver dans des sacs poubelles, des papiers importants rangés dans mon sac à dos. J'ai déménagé mes biens les plus précieux en premier, non pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que j'avais appris ce que le ressentiment peut faire quand il s'ennuie et cherche une cible. Le jour où j'ai finalement loué un petit camion pour le dernier chargement, j'ai attendu que tout le monde soit sorti. J'ai chargé les meubles que j'avais payés, le bureau sur lequel j'avais travaillé, la chaise dans laquelle ma sœur s'asseyait juste pour se moquer de moi pendant mes appels. Quand j'avais presque fini, ma mère est rentrée plus tôt dans l'allée. Elle est sortie, a vu le camion, et son visage s'est crispé comme si elle venait de réaliser qu'elle avait perdu le contrôle d'une histoire qu'elle racontait depuis des années. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, comme si j'avais besoin d'une permission pour respirer. J'ai dit « Je déménage ». Ma sœur est apparue à la porte, téléphone déjà à la main, les yeux brillants comme ils le deviennent quand elle sent une chance d'embarrasser quelqu'un. Mon père se tenait derrière eux, silencieux, observant comme un juge. Ils n'ont pas demandé où j'allais en premier. Ils ont demandé comment. Ma sœur a ri et a dit, avec quel argent? Ma mère m'a dévisagé comme si elle attendait la vérité qui la ferait se sentir puissante à nouveau. Mon père a finalement parlé et a demandé si quelqu'un m'aidait, le ton lourd de suspicion. Alors je leur ai dit, calmement, comme on annonce la météo, j'ai un travail, un vrai travail. Je l'ai depuis des années. Le silence qui a suivi était presque drôle. Ma mère a cligné des yeux, puis a ricané. Ma sœur a penché la tête et a dit, bien sûr que oui. Mon père a demandé des preuves, comme si je postulais pour une approbation. Je n'ai pas discuté. Je ne leur ai pas montré mes relevés bancaires. Je n'ai pas expliqué les contrats. J'ai juste dit, j'en ai assez de vivre ici et j'en ai assez d'être traité comme un fardeau. Ma mère a immédiatement commencé à parler de factures et de courses et de la difficulté des choses maintenant, comme si mon existence avait été leur projet caritatif à plein temps. Ma sœur a marmonné quelque chose sur le fait que je faisais du cinéma. Mon père m'a juste regardé fermer la porte du camion. Je suis parti, les mains stables sur le volant, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que l'air m'appartenait. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré avec la première notification,
celle qui a transformé mon départ discret en un spectacle public. Et je leur ai laissé leur semaine de victoire, car j'avais besoin qu'ils soient confiants avant que le sol ne se dérobe sous leurs pieds. Le 7e jour, je ne me suis pas réveillé en colère. Je me suis réveillé lucide. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable et sorti le dossier que je constituais depuis des années. Celui dont je n'avais jamais parlé à personne. L'acte de propriété, les documents de la succession, la lettre de l'avocat, l'email du cabinet d'avocat confirmant exactement ce que ma grand-mère avait prévu. J'ai tout imprimé, non pas parce que je voulais être dramatique, mais parce que le papier a une façon de mettre fin aux disputes que les sentiments ne peuvent pas régler. Puis je suis allé au bureau de poste et j'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de mes parents. Et j'ai transmis le même avis par email pour que personne ne puisse prétendre ne l'avoir jamais vu. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration formelle de la réalité. J'ai écrit que j'étais la propriétaire légale de la propriété, que leur droit d'y séjourner avait toujours été conditionné à une occupation respectueuse, et qu'à partir de ce moment, nous gérerions tout comme le font les adultes, par écrit, avec des termes et des délais clairs. Je leur ai donné 2 options. Signer un bail mensuel au prix du marché avec les services publics transférés à leur nom avant une date précise, ou prévoir de quitter les lieux conformément au délai de préavis légal. Pas de cris, pas d'insultes, juste des choix. J'ai appuyé sur « Envoyer », posé mon téléphone face contre la table, et je suis retourné siroter mon café dans un appartement calme qui m'appartenait. Le premier appel est arrivé moins de 10 minutes plus tard. Puis un autre. Puis mon téléphone a commencé à s'allumer comme s'il était possédé. 24 appels manqués, 33 messages. Les textos de ma mère étaient un déferlement d'émotions contradictoires. Comment peux-tu nous faire ça? Essaies-tu de tuer ton père? Quelqu'un te manipule? Une famille ne fait pas ça. Mon père a laissé 3 messages vocaux d'affilée, chacun plus froid que le précédent, comme s'il essayait de me faire peur pour que je revienne à ma place. Il exigeait que je vienne immédiatement. Il disait qu'il allait prendre un avocat. Il disait que je ne comprenais pas ce que je faisais. Ma sœur n'avait pas l'air effrayée au début. Elle avait l'air offensée. Elle m'a envoyé un message comme si je l'avais embarrassée, pas comme si elle avait essayé de m'humilier devant un millier de personnes. Ok, tu as fait passer ton message. Tu peux arrêter maintenant? Tu es tellement excessive. Quand je n'ai pas répondu, son ton a changé. Elle a envoyé des notes vocales avec ce faux rire qui apparaît toujours quand elle perd le contrôle. C'était juste une blague, Dani. Tout le monde plaisante. Pourquoi es-tu comme ça? Puis ma tante s'en est mêlée, bien sûr. J'ai reçu un long message sur la gratitude et le respect et sur le fait que ma grand-mère aurait honte de moi, ce qui était presque drôle étant donné que ma grand-mère est la raison pour laquelle j'avais le moindre pouvoir. J'ai écouté chaque message vocal une fois. J'ai lu chaque message une fois. Puis j'ai finalement répondu avec une seule phrase. J'ai joint une capture d'écran. C'était la publication Facebook. Leurs mots, leur nom, leur « j'aime », leur rire. J'ai écrit « Vous m'avez traité de profiteuse en public. Maintenant, vous pouvez être indépendant en privé. » Ma mère a appelé immédiatement, sanglotant si fort que je pouvais l'entendre lutter pour respirer. Mais même à travers les larmes, elle a essayé de ramener la conversation vers le contrôle. Elle a dit, tu sais, je ne le pensais pas comme ça. Elle a dit, tu sais, ta sœur est excessive. Elle a dit, les gens vont parler. Elle a dit, comment suis-je censé tout payer? Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose qui a rendu ma décision encore plus facile. Ils n'appelaient pas parce que je leur manquais. Ils appelaient parce que le filet de sécurité sur lequel ils rebondissaient avait enfin appris à se relever. Je lui ai dit calmement, je vous ai donné des options. Choisissez en une. Puis j'ai mis fin à l'appel. Et pour la première fois, leur silence ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à la paix. Quelques jours après l'envoi de l'avis, j'ai envoyé le bail. Pas une note manuscrite, pas un ultimatum mesquin. Un véritable contrat de location mensuel rédigé à partir d'un modèle standard de l'Ohio avec quelques ajouts clairs. Le genre que les propriétaires utilisent quand ils veulent que tout soit clair et exécutoire. Le loyer était de 2550 $ par mois, ce qui n'était pas cruel de ma part. C'était honnête sur le coût d'une maison de 3 chambres dans une banlieue décente de Columbus. J'ai inclus une simple exigence qui comptait plus que le montant, tous les services publics devaient être transférés à leur nom avant la date limite.
L'électricité avec AEP Ohio, le gaz avec Columbia Gas of Ohio, Internet avec Spectrum. J'avais été la personne de contact sur ces comptes pendant des années parce que c'était plus facile, parce que j'étais toujours celle qui réglait discrètement les problèmes, parce que ma mère disait qu'elle s'en occuperait puis oubliait jusqu'à ce que les lumières soient presque coupées. Je n'allais plus faire ça. Je n'ai pas caché la date. Je ne les ai pas pris par surprise. Je l'ai écrit en gras et je l'ai envoyé par email et par courrier recommandé. Encore une fois, vous avez 10 jours pour signer ou pour fournir un avis écrit de votre plan de déménagement. La réponse que j'ai reçue n'était pas une négociation. C'était une insulte déguisée en conversation familiale. Mon père m'a envoyé un texto comme s'il avait encore l'autorité, c'est ridicule. Nous n'allons pas payer de loyer à notre propre fille. Ma mère a envoyé des paragraphes sur le fait que j'étais avide et ingrate, que je les punissais pour une blague. Ma sœur a essayé un angle différent, celui qu'elle utilise toujours quand elle veut renverser la situation. Elle m'a dit que je lui donnais une mauvaise image, que les gens lui envoyaient des messages, posaient des questions, que je devais arrêter d'être dramatique. Puis elle a offert $400, comme si elle me faisait une faveur. $400, comme si j'étais la locataire qui suppliait de rester. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne refusait pas seulement de me respecter. Il croyait honnêtement que je plierais, parce que j'avais toujours plié. Alors, je me suis assuré que la prochaine étape ne dépendrait pas de leur croyance en moi. J'ai posté une seule fois. Pas de diatribe, pas d'injures, pas de menaces. Juste une courte déclaration disant que j'avais déménagé et que je voulais clarifier quelque chose parce qu'une publication publique avait brossé un faux tableau. J'ai inclus une photo de l'acte de propriété avec mes informations personnelles masquées et le sceau du comté visible, ainsi qu'une capture d'écran de la publication Facebook où j'avais été traitée de profiteuse. J'ai écrit, je suis restée silencieuse pendant des années, mais j'en ai fini de laisser les gens réécrire la réalité. Si vous avez ri à cette publication, vous avez ri d'une vérité que vous ne connaissiez pas, je n'ai identifié personne. Je n'ai pas demandé de sympathie. J'ai laissé les preuves parler. Le changement a été immédiat. Les gens qui avaient cliqué sur « J'aime » sans réfléchir ont commencé à commenter des choses comme « Attends, la maison t'appartient et ta famille a posté ça sur toi ?» Quelques voisins que je connaissais à peine m'ont envoyé des messages privés pour s'excuser de la réaction qu'ils avaient laissée. Et ma sœur, qui avait été si fière de son petit tour de victoire, est devenue étrangement silencieuse, car rien ne blesse plus quelqu'un comme elle que de perdre son public. En coulisses, ma famille a intensifié les choses. Ma mère a menacé de dire à tout le monde que j'étais mentalement instable. Mon père a dit qu'il contesterait le testament, même si la succession était terminée depuis des années et que les documents étaient en béton. Ma tante a appelé et a essayé de me faire honte avec cette voix sirupeuse que les gens utilisent quand ils veulent que vous vous sentiez petit. Chérie, retire juste la publication et laisse tomber. Ta mère est stressée. J'ai posé une question, est-ce que tu proposes de payer leur loyer ou de les héberger? Il y a eu une pause, puis elle a dit, ce n'est pas ce que je voulais dire. Exactement. La date limite est arrivée et passée. Pas de bail signé, pas de transfert des services publics, pas de plan de déménagement. Juste plus de messages qui semblaient écrits pour gagner, pas pour résoudre quoi que ce soit. Alors, j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. J'ai appelé AEP Ohio et j'ai programmé la déconnexion du service électrique à mon nom à la date que j'avais déjà fournie par écrit. J'ai appelé Columbia Gas et j'ai fait de même. J'ai appelé Spectrum et j'ai annulé le compte internet associé à cette adresse. Ce n'était pas de la vengeance au sens cinématographique. C'était la conséquence de leur refus d'être responsables. S'ils voulaient vivre comme des adultes, ils pouvaient ouvrir leur propre compte comme des adultes. Le matin où les coupures ont eu lieu, mon téléphone a de nouveau explosé. Ma mère a appelé en hurlant que la maison était glaciale, que la cuisinière ne s'allumait pas, que mon père ne pouvait pas travailler sans Internet, que je ruinais leur vie. Ma sœur a laissé une note vocale qui était moitié pleurs, moitié fureur, disant « C'est insensé, Dani. Tu es vraiment folle. » Mon père n'a pas crié. Il semblait paniquer d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Comme un homme qui réalise que son autorité ne fonctionnait que lorsque quelqu'un y croyait. Il a dit, s'il te plaît, remets-les en service. On va parler. On va trouver une solution. Ce mot, parler, m'a frappé comme une blague, car parler était tout ce qu'ils avaient fait pendant des années pendant que j'encaissais. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas fait la morale. J'ai envoyé un seul message.
Le même message à chaque fois. Les comptes sont à mon nom. Je vous ai donné la date limite pour les transférer. Vous avez choisi de ne pas le faire. Puis ils ont fait ce que je savais qu'ils feraient dès que l'inconfort deviendrait réel. Ils ont couru chez ma tante, traînant leurs valises et leur fierté dans sa chambre d'amis. Et soudain, les gens qui m'avaient traité de profiteuse vivaient sur le canapé de quelqu'un d'autre. Ma sœur a commencé à poster des citations vagues sur la trahison et les personnes toxiques, mais les commentaires n'allaient plus dans son sens. Quelques-uns de ses amis ont demandé ce qui s'était réellement passé, et quand elle leur a répondu sèchement, ils se sont éloignés. Ma mère a essayé de jouer la carte de la victime au travail, empruntant de l'argent à un collègue pour couvrir une facture qui n'était même pas à son nom. Et quand la vérité l'a rattrapée et que ses habitudes d'emprunt ont fait surface, elle a été convoquée à une réunion et ses heures ont été sévèrement réduites. Mon père a commencé à parler de faire des petits boulots, n'importe quoi de rapide, parce que les cartes de crédit étaient déjà à leur limite et qu'il n'avait plus le contrôle de la maison pour se cacher derrière. Il n'arrêtait pas de se dire que c'était temporaire, que je reviendrais à la raison, que la famille finit toujours par céder. Et peut-être que l'ancienne moi l'aurait fait. Mais l'ancienne moi était la fille qui payait un loyer pour vivre dans sa propre maison et souriait face aux insultes pour maintenir la paix. La nouvelle moi avait des documents, des délais et un calme qui les effrayait plus que la colère ne l'aurait jamais fait. Le temps qu'ils réalisent que je ne bluffais pas, ils avaient déjà brûlé les seuls ponts qui auraient pu les sauver. Mon père n'arrêtait pas de parler d'avocat, de contester le testament, de la façon dont un juge ne laisserait jamais une fille faire ça à ses propres parents. Il le disait comme si le système judiciaire fonctionnait sur la honte et la tradition. Mais le monde réel ne se soucie pas de qui se sent en droit. Il se soucie des documents, des délais et de savoir si vous avez suivi la procédure. Je l'avais fait. Chaque étape était nette. Chaque avis était documenté. Chaque conversation importante était par écrit. Lorsque j'ai déposé la plainte, je ne l'ai pas fait avec colère. Je l'ai fait comme on déclare ses impôts ou on signe un contrat. Parce qu'à ce stade, ce n'était plus une dispute familiale. C'était l'application d'une limite. Il m'avait rendu impossible de croire en quelque chose de plus doux. Le jour de l'audience, ils sont arrivés habillés comme s'ils allaient à une collecte de fonds de l'église, comme si les apparences pouvaient effacer des années de manque de respect. Ma mère avait cette expression tendue et étudiée qu'elle utilise quand elle veut la sympathie des étrangers. Ma sœur est entrée comme si elle avait encore un public quelque part, le menton levé, le téléphone à la main, les yeux balayant la pièce comme si elle voulait trouver quelqu'un qui la regardait. Mon père a essayé de se tenir un peu trop près de moi, comme il le faisait quand j'étais plus jeune. Comme si sa seule présence suffisait à contrôler l'issue. Quand nous avons été appelés, le juge n'a pas demandé comment nous nous sentions. Le juge a demandé des documents. C'est à ce moment-là que la confiance de ma famille a commencé à se fissurer. La voix de mon père est devenue plus forte, puis plus douce, puis finalement tremblante. Ma mère a essayé de pleurer. Ma sœur a essayé de parler par-dessus moi. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois. J'ai remis les accusés de réception des lettres recommandées, l'avis, l'offre de bail qu'ils ont refusé de signer, la date limite de transfert des services publics et les captures d'écran des publications publiques qui prouvaient pourquoi nous ne faisions plus cela de manière informelle. Le juge n'a pas réagi émotionnellement, mais j'ai pu voir le changement d'attention lorsque la chronologie est devenue claire. On leur avait donné des options. Ils les avaient ignorées. L'ordonnance est tombée. Ce n'était pas dramatique. C'était procédural. Mais pour eux, c'était comme si le sol bougeait sous leurs pieds. À l'extérieur du tribunal, ma mère m'a saisi le bras comme si elle avait le droit de me toucher. Ses ongles se sont enfoncés dans ma manche, et sa voix est devenue basse et urgente, comme si elle essayait de refaire de cela une conversation de culpabilité privée. Elle a dit, « Tu vas vraiment faire ça. Tu vas nous ruiner. » Ma sœur a sifflé que j'étais diabolique. Mon père est intervenu et m'a dit d'être raisonnable, comme si c'était moi qui avais posté que j'étais une profiteuse devant un millier de personnes. J'ai regardé la main de ma mère sur mon bras et je l'ai doucement retirée, non pas avec colère, mais avec finalité. J'ai dit, je vous ai offert un bail. Je vous ai offert du temps. Vous avez choisi la fierté. Puis je suis parti. Le plus étrange, c'était à quel point je me sentais calme. Je m'attendais à me sentir triomphante ou dévastée. Au lieu de cela, je me sentais stable, comme une personne qui a finalement cessé de porter un poids dont elle ne réalisait pas qu'il l'écrasait. Le jour où ils ont dû partir,
il n'y a pas eu de scène dramatique où je me tenais dans l'allée à les regarder avec un sourire. Ce genre de victoire ne m'intéressait pas. Je suis resté dans ma propre vie. Mais je suis passé brièvement, en gardant à l'esprit les instructions de mon avocat, car je devais m'assurer que la propriété était gérée correctement et que rien ne se transformait en vandalisme. Mon père évitait mon regard. Ma mère se déplaçait dans la maison comme si elle voulait punir les murs en sortant, claquant les tiroirs, marmonnant, agissant comme si chaque objet lui appartenait simplement parce qu'elle l'avait touché. Ma sœur n'arrêtait pas de jeter un œil à son téléphone, postant des citations vagues sur la trahison et les personnes toxiques, essayant toujours de façonner le récit, même avec ses valises empilées près de la porte. À un moment donné, elle a dit assez fort pour que je l'entende que les gens allaient découvrir quel genre de personne j'étais vraiment. J'ai failli rire, parce que la seule raison pour laquelle quelqu'un a découvert quoi que ce soit, c'est parce qu'elle avait d'abord exposé mon humiliation. Elle avait créé la scène. J'ai juste refusé de continuer à jouer le rôle qu'elle m'avait assigné. Quand ils sont finalement partis, la maison avait la même apparence de l'extérieur. Mais elle semblait différente, comme si l'air à l'intérieur avait changé. J'ai traversé les pièces vides et j'ai remarqué à quel point mon enfance avait été façonnée par le fait de marcher sur des œufs. J'ai remarqué les endroits où ma mère avait accroché des décorations pour ressembler à une famille parfaite, alors que l'intérieur était pourri. J'ai remarqué la cuisine où elle se plaignait de cuisiner pour moi tout en se faisant livrer à manger. J'ai remarqué le salon où ma sœur était assise, riant des commentaires comme si je n'étais pas une personne, juste une blague. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris des photos pour la documentation, j'ai verrouillé les portes et je suis parti. Cette maison avait été une cage pendant trop longtemps, même quand je la possédais techniquement. Je n'allais pas y rester attaché juste parce que c'était familier. La chute de ma famille n'a pas été instantanée comme dans un film, mais elle a été satisfaisante d'une manière plus discrète, car elle était réelle. Quand vous passez des années à vivre du silence de quelqu'un d'autre, vous oubliez à quel point la vie est chère quand la facture finit par arriver. Ils ont emménagé dans un petit appartement en périphérie de la ville, le genre dont ma sœur se moquait quand elle voyait les gens le poster en ligne. Pas de jardin, pas de pièces supplémentaires, pas d'espace pour que ma mère organise ses petits barbecues et prétende être la reine du quartier. Mon père a commencé à conduire pour Uber et à faire des livraisons, parce que la fierté qu'il portait comme une armure ne payait pas le loyer. Ma mère a pris un emploi à temps partiel dans un grand magasin et racontait à qui voulait l'entendre que sa fille l'avait abandonnée, omettant soigneusement la partie où elle m'avait traité de raté en public et s'attendait à ce que je continue de financer son style de vie. Ma sœur a essayé de maintenir son image sur les réseaux sociaux, mais ça n'avait plus le même effet quand l'arrière-plan passait d'une belle maison de banlieue à un salon exigu avec des meubles de seconde main. Les gens ont remarqué. Certains ont posé des questions. Et pour une fois, elle ne pouvait pas contrôler ce qu'ils croyaient. La partie la plus satisfaisante n'était pas de les voir en difficulté. C'était de voir le monde cesser de récompenser leur cruauté. Les mêmes amis qui avaient ri à cette publication ont commencé à prendre leur distance. Non pas parce qu'ils sont soudainement devenus des saints, mais parce que personne ne veut être associé à quelqu'un qui humilie sa propre sœur pour des « j'aime » et se faire ensuite démasquer par des preuves. Ma sœur postait une citation dramatique sur la loyauté, et les commentaires étaient silencieux. Ma mère faisait une publication vague sur les enfants ingrats, et un voisin répondait par une question polie sur ce qui s'était réellement passé. Ma tante a essayé de maintenir la machine à pression familiale en marche, mais ça s'est retourné contre elle. Elle m'appelait pour me sermonner sur le pardon. Et je posais une question calme, est-ce que tu paies leur loyer? Est-ce que tu les laisses emménager chez toi à long terme? Est-ce que tu couvres leurs factures? La réponse était toujours une version du silence ou une excuse faible sur les limites. C'est là que j'ai compris clairement le schéma. Les personnes qui exigent que vous sacrifiez le plus sont toujours celles qui se portent volontaires le moins. Mon ex, Tyler, a même essayé de revenir. Le timing était presque insultant. Il m'a envoyé un message comme si de rien n'était. Comme si, au moment où il a vu que j'avais de la stabilité, il s'est soudain souvenu de mon nom. Il a dit qu'il avait pensé à moi et espérait que j'allais bien. Puis il a glissé un commentaire sur le fait que c'était impressionnant que j'ai si bien géré tout ça. Traduction, maintenant que tu as l'air de réussir, je suis de nouveau intéressé. Je l'ai bloqué sans répondre, et ce petit clic m'a donné l'impression de fermer une porte que j'aurais dû fermer des années plus tôt. Après l'expulsion, j'ai pris la dernière décision qui a coupé le cordon complètement. J'ai vendu la maison. Les gens pensent que c'est la partie la plus dure,
comme si j'aurais dû la garder comme un symbole ou l'utiliser comme un moyen de pression. Mais la garder m'aurait maintenu connecté à eux, aux souvenirs, à la possibilité constante qu'ils essaient de revenir en rampant. Je ne voulais pas de moyens de pression. Je voulais la liberté. Je l'ai mise en vente correctement, par l'intermédiaire d'un agent, pour que tout soit légal et propre. Et quand elle est apparue en ligne, c'était comme regarder un chapitre de ma vie devenir enfin un dossier que je pouvais fermer. Quand la vente a été finalisée, je n'ai pas célébré avec une grande fête. Je me suis assise à la table de ma cuisine dans mon appartement, j'ai regardé la confirmation, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine se desserrer, comme si mon système nerveux croyait enfin qu'il était en sécurité. J'ai utilisé l'argent comme ma famille ne l'a jamais fait. J'ai réinvesti dans mon entreprise, modernisé mon équipement, payé pour une formation professionnelle, engagé un comptable pour que mes impôts soient irréprochables, et j'ai constitué un véritable fonds d'urgence parce que je ne voulais plus jamais vivre dans la peur d'un mauvais mois. J'ai aussi fait quelque chose qui m'a surprise. J'ai payé pour une thérapie, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je ne voulais pas emporter leur voix dans mon avenir. Je ne voulais pas continuer à entendre, profiteuse, dans ma tête chaque fois que je me reposais. Je ne voulais pas continuer à douter de moi chaque fois que je disais non. Guérir, j'ai appris, n'est pas une chose douce. C'est une discipline. C'est se choisir soi-même plutôt que la version de soi qui a été entraînée à se faire toute petite. Les gens me demandent si je me sens coupable. Non. Je suis triste parfois, parce que je ne voulais pas de guerre. Je voulais une famille. Mais l'amour sans respect n'est que du contrôle sous une plus belle apparence. Et la famille n'est pas un laissez-passer pour vous humilier, vous utiliser, puis exiger votre silence quand vous finissez par riposter. Les limites ne sont pas de la cruauté, c'est du respect de soi. Les conséquences ne sont pas de la vengeance, c'est de l'éducation. Ma sœur pensait qu'une publication Facebook serait un tour de victoire. Elle voulait des applaudissements. Elle voulait que tout le monde soit d'accord que j'étais le problème. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que quand on harcèle quelqu'un en public, on se met aussi soi-même en procès publiquement. Au moment où j'ai cessé de protéger leur image, au moment où j'ai montré la vérité sans crier, toute leur histoire s'est effondrée. Et je n'ai pas eu à les ruiner. Ils l'ont fait eux-mêmes. Tout ce que j'ai fait, c'est d'arrêter de les sauver des conséquences. S'il y a une leçon que j'espère que quiconque écoute retiendra, c'est celle-ci. Ne confondez pas la gentillesse avec la permission. Ne confondez pas le silence avec la faiblesse. Et ne construisez jamais votre confiance en humiliant quelqu'un qui apprend discrètement à se relever, car un jour, il le fera. Et quand ce sera le cas, vos « j'aime » et vos commentaires ne vous protégeront pas du monde réel. Notre équipe de la chaîne Revenge Mangan se consacre à la création de scénarios de fiction significatifs et engageants, conçus pour divertir tout en transmettant des leçons réfléchies. Toutes les histoires sur cette chaîne sont purement fictives et créées dans le but de partager des valeurs éducatives et des messages positifs avec les spectateurs. Cette histoire met en lumière l'importance du respect de soi, des limites personnelles et de la responsabilité au sein des relations familiales. Elle montre que le silence ne signifie pas la faiblesse et que se défendre peut se faire calmement, légalement et avec intégrité. À travers son parcours émotionnel, le scénario encourage les spectateurs à réfléchir à la manière dont les mots, les actions et l'humiliation publique peuvent avoir des conséquences durables.